Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Aujourd'hui, on commence l'actualité bien entendu par l'intérêt qu'accorde l'État à l'éminence de Ahl el-Bayt. En particulier, dernièrement, le chef de l'État a inauguré la mosquée de Saïda Nafissa qui a donc été inaugurée hier. Lors de cette inauguration, il y a eu des propos qui ont été tenus par le ministre des Waqf, Mukhtar Ali Gomaa, qui a affirmé que le chef de l'État accorde un intérêt tout particulier, bien sûr, à la rénovation des mosquées de Ahl el-Bayt et de leur donner donc dans un témoignage de la grandeur de leur position et de leur qui est digne de leur rang et de leur importance. Alors ces propos ont été tenus donc au cours de la réalisation de cette inauguration de la mosquée de Saïda Nafissa. Tout de suite on va être avec les plus d'informations sur la question à travers ce commentaire. Le ministre des Waqf, Mohamed Mukhtar Gomaa, a affirmé que l'intérêt accordé par le président Abdel Fattah el-Sisi à l'entretien de ses directives pour la rénovation des mosquées des membres de la famille du prophète et son souci à les inaugurer en personne ont largement contribué à leur donner une apparence honorable, digne de leur stature et de la Nouvelle République. Dans des déclarations dans la foulée de l'inauguration de la mosquée de Saïda Nafissa, mardi par le président el-Sisi, Gomaa a indiqué que cette démarche s'inscrivait dans le cadre du plan de l'État pour la remise en état des mosquées en général et pour la réhabilitation du Caire historique et des mosquées des membres de la famille du prophète en particulier. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait inauguré mardi la mosquée de Saïda Nafissa après sa restauration. Le chef de l'État a inspecté les travaux de rénovation entrepris dans la mosquée et a accompli la prière. Dans une allocution qu'il a prononcée au cœur de l'inauguration, le président a affirmé que l'État égyptien adoptait un plan de développement du Caire historique. Le président a fait état du lancement des travaux de modernisation de la mosquée de Saïda Zainab en prélude à son inauguration. Le plan du gouvernement en matière d'austérité concernant l'énergie, il y a le Premier ministre Dr Mostafa Medbouli qui vient de présenter beaucoup de décisions vers la fin de ce mois de juillet concernant justement une série de mesures pour contraindre les effets des coupures d'électricité. Ce plan prévoit des coupures d'électricité planifiées pour faire face à la consommation énergétique croissante qui est provoquée par la vague de chaleur intense qui sévit dans tout le pays et bien entendu sur le plan international. Et afin de soulager les réseaux électriques, les fonctionnaires n'occupant pas de poste qui est en contact direct avec le public travailleront à domicile un jour par semaine du 8 août pour une durée d'un mois. Tout de suite, on a le plaisir d'avoir à bord pour discuter justement pour discuter de ces mesures d'austérité énergétique. On a le plaisir d'accueillir Dr Nada Abdelbaset, qui est professeur de ressources humaines. Bonjour et bienvenue sur la TV internationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, vous allez? Merci à vous. Alors, c'est un plan pour moins consommer d'énergie au moment où la demande, la chaleur invoque une surconsommation de cette énergie. Que pensez-vous donc de ce plan qui a été élaboré, de cette décision prise par le gouvernement, par Dr Mostafa Medbouli, de consacrer une journée pour ceux qui ne sont pas, les fonctionnaires ne sont pas en contact direct avec le public, qui peuvent l'appliquer chez eux. Que pensez-vous de la valeur et qu'est-ce qu'elle va rapporter en tant que gain pour, moins consommer de l'énergie face à la vague de chaleur?
tout d'abord, moi je vois que c'est une décision tout à fait brave, tout à fait courageuse de la part du Premier ministre et du gouvernement égyptien, parce que je vois que c'est un très 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 bon exercice qu'on l'on peut pratiquer pour généraliser plus tard. Alors tout d'abord, ça va augmenter l'efficacité du travail en gros. Deuxièmement, ça va nous aider bien sûr à économiser peu d'énergie, à diminuer un peu les dépenses, non seulement les dépenses du gouvernement, mais aussi les dépenses individuelles de l'employé. Et ça, c'est important. Gérer cette situation d'une manière professionnelle, de manière efficace, il faut se rendre compte que notre premier défi à surmonter, c'est d'aider le personnel étatique à ajuster un peu de la mentalité. Comme vous le savez, étant un employé dans une organisation étatique, quoi que ce soit, ils sont un peu habitués à travailler dans un milieu un peu stable, un peu statique. Aucun changement, c'est un environnement dynamique. Alors pour eux, il faut les faire savoir que cet exercice, ça ne veut pas dire que vous êtes en vacances, que vous êtes en congé, mais ça veut dire qu'il faut savoir de faire l'équilibre entre la liberté et la responsabilité en même temps. Donc, c'est une gérance des tâches. C'est une question de comment planifier votre journée en distanciel. C'est une question d'organiser le travail. Et grâce à son numérique, c'est très facile qu'on a fait pendant la journée sur le même réseau Internet et tout ça. Donc, à mon avis, je vois que c'est une décision tout à fait courageuse que l'on peut profiter, bien sûr. Alors, économie d'énergie est aujourd'hui une mesure d'austérité qui implique le monde entier, étant donné que, par exemple, il y a eu le pic qui a été atteint au mois de juillet, un pic de chaleur qui n'a jamais été observé sur le plan du globe terrestre auparavant. Et donc, comment ça va, cette démarche va-t-elle aussi contribuer à moins consommer de l'énergie et moins polluer le climat? Ah oui, bah quand vous le savez, parce que maintenant, tout le monde est en souffrance à cause de l'échauffement climatique et tout ça. Mais moi je vois qu'en gros, on peut toujours en profiter, mais en parallèle, on a besoin de faire un peu de campagne de sensibilité pour faire savoir au public que ce n'est pas juste le rôle du gouvernement d'économiser l'énergie et tout ça. Comme vous le savez, le mois dernier, l'Égypte, non seulement l'Égypte, le monde entier, il a survécu une canicule très, très, très grave. Mais il faut toujours en profiter. Alors, il faut sensibiliser au peuple que c'est sa propre responsabilité de nous aider à économiser de l'énergie et en même temps, toi, tu vas en profiter en tant qu'individuel. Alors, tu vas économiser un peu d'énergie au lieu de te déplacer, d'aller au travail, de commencer ta journée de travail à partir de 8 heures. C'est un peu agile. Tu pourras toujours travailler en domicile. Tu pourras toujours travailler en domicile. Oui, alors permettez-moi de vous dire, docteur Nada, que hier j'ai vu un film documentaire très intéressant qui a été lancé sur une chaîne d'information internationale, spécifiquement européenne. Il s'agit de villes tout entières dont l'urbanisme dépend d'une autre énergie qui ne dépend pas ni du pétrole ni du gaz, qui serait une énergie électrique, même dans le domaine de la construction. Et comme l'Égypte est un pays qui est intéressé par justement se lancer profondément dans cette lutte contre l'élévation de la température et les effets de serre. Donc, à quel point vous pouvez voir que finalement, cette question est cruciale aujourd'hui sur le plan urbain, de recourir par exemple à l'expérience norvégienne. Là-bas, les machines pour la construction sont purement à base électrique. Et c'est une première. Oui, tout à fait. Mais comme vous le savez, il y avait, je crois que c'était novembre dernier, il y a la conférence COP 27. Et une conférence comme le COP 27, ça a aidé à sensibiliser au peuple comment on peut en profiter et économiser l'énergie. Donc pourquoi pas? En Égypte, nous avons l'énergie solaire, on peut en exploiter, n'est-ce pas?
Oui, Alors, oui, c'est une expérience qui est même vitale pour les Européens. D'ailleurs, je trouve qu'elle est innovatrice, superbement parce qu'elle consomme, elle est moins polluante, c'est zéro pollution. Donc, c'est des grues qui travaillent, qui font de la construction en zone urbaine, qui construisent des bâtiments avec zéro émission de serre. C'est quelque chose d'encourageant. Et comme chez nous, on s'intéresse donc à ce type de technologie, c'est une expérience. Revenons donc à notre problème de taille qui serait cette question justement de la valeur de l'économie électrique aujourd'hui avec la vague de chaleur. Comment vous le voyez en tant que professeur de ressources humaines, la gestion je dirais, des ressources humaines de cette crise qui est finalement la surconsommation d'électricité après cette grande vague de chaleur. Vous, en tant que spécialiste, à votre point de vue. Comme je vous le dis, on peut toujours, le début de n'importe quel plan de changement, le début, c'est la planification. Maintenant, on comprend très bien, grâce au Premier ministre qui nous a diffusé les emplois du temps de la coupure du courant, comment aider le gouvernement à économiser de l'énergie. Soit disons que nous sommes tous les employés travaillant dans la même société, on peut toujours organiser nos horaires, nos emplois du temps afin de climatiser tout le bâtiment. On peut juste climatiser le bâtiment à moitié d'énergie, non? Alors, au lieu de rester chaque employé qu'il reste dans son propre bureau, son propre cabinet, mais non, on peut toujours rester en ensemble afin d'économiser de l'énergie. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, si jamais on dit c'est jamais il faut parler de la gérance. Il faut gérer le performance de mes employés, de mes enfants, de ma famille en tant qu'usage d'énergie. Il ne faut pas les laisser comme ça à l'aise et les laisser faire n'importe ce qu'ils vont faire. Mais non, on a une responsabilité individuelle, une responsabilité en total afin de gérer la situation. Par exemple, moi, en tant que patron, je dis toujours à mes employés, mais comme vous le voyez, on essaye de surmonter ces défis d'énergie. Alors, vous n'avez qu'une chose à climatiser le cabinet. Si jamais vous avez une réunion à faire, il faut organiser le emploi du temps, il faut organiser les horaires. On a une seule de conférence à climatiser pendant la journée. Et ainsi de suite. Donc, oui, docteur Nada, vous avez parlé d'un axe important tout à l'heure, c'était en l'occurrence cette question d'éducation, justement, cette prise de conscience que devrait avoir le citoyen. Comment, en tant que professeur des ressources humaines, vous contribuez, par quel programme, pour renforcer et solidifier et même parfois créer cette conscience qu'il faut travailler ensemble, il faut que les gens prennent conscience qu'il faut économiser de l'énergie et de moins polluer aussi. C'est deux axes différents. Oui, pour moi, ma recette magique, c'est toujours de commencer par ajuster la mentalité. Il faut ajuster notre propre mentalité. Alors, il faut apprendre à penser autrement. C'est plus facile d'attendre aux autres de faire les actions correctives, mais c'est un peu difficile de me demander en moi de prendre ces actions correctives. Alors, c'est toujours une question de mentalité. Je demande toujours à tout le monde autour de moi de changer un peu de mentalité. Toute la planète, ça souffre. C'est ton propre rôle de nous aider à surmonter ça, à survivre, parce que c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de grave, c'est notre vie, c'est notre qualité de vie, ainsi que nos enfants et les générations qui poursuivent. Donc, à ma propre opinion, à mon avis, c'est toujours une question... Oui, alors, en parlant de coûts, pour finir cette belle conversation, docteur Moussa Medbouli, donc, il va appliquer cette mesure. En parlant économiquement parlant, quel serait le revenu ou le coût de en matière d'économie énergétique? Les chiffres et les statistiques. Chiffres et statistiques, c'est possible. C'est très possible et moi, je vois toujours que c'est quelque chose de très facile. Mais moi, toujours à mon avis, moi je vois que les premiers vainqueurs ce sont toujours les publics. Moi, je suis sûre que le public maintenant, ils ont commencé à être de plus en plus sensibles, de plus en plus responsables. Et maintenant, quand on enseigne, on entend en cycle primaire, c'est quoi l'énergie verte, c'est quoi l'énergie propre, et tout ça. Donc, on commence maintenant à prendre les actions nécessaires
afin de donner à notre société une génération bien sensible et à l'éduquer, une génération qui aime notre. C'est ça la chose la plus importante. Voilà, donc merci bien d'avoir contribué à jeter la lumière sur cette décision importante. Merci à vous, docteur Nada Abdelbasset. Vous êtes professeur de ressources en ressources humaines. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Et on continue cette nouvelle édition de Midi au Caire. On passe donc à la nouvelle suivante. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Chokri, a transmis un message du président Abdel Fattah el-Sisi à son homologue tunisien, Kais Saïed, au cours d'une rencontre qui a été donc élaborée hier avec le président tunisien, le chef de la diplomatie égyptienne, a loué les progrès constants des relations égypto-tunisiennes au cours des dernières années. Il a affirmé le plein soutien de l'Égypte à toutes les mesures et aux efforts que déploie son homologue tunisien qui cherche à construire un meilleur avenir pour le peuple tunisien. Le peuple tunisien frère, bien sûr, rétablir la stabilité, le développement dans ce pays. Les questions régionales ont fait l'objet de discussions, notamment les conditions du Soudan, également le sujet de la Libye, la cause palestinienne et la question de l'immigration clandestine et les défis que représentent, bien sûr, ces dossiers énormes qui sont importants pour les deux pays. L'Égypte et la Tunisie également ont affirmé leur souci de maintenir les concertations continues sur les objectifs respectifs dans tous les domaines. Je passe à une autre nouvelle aujourd'hui, donc dans ce Midi au Caire. Il s'agit de la 15e session du comité de la concertation politique entre l'Égypte et la Tunisie qui s'est déroulée aujourd'hui à la capitale tunisienne. Plus d'informations dans ce compte rendu. Le porte-parole et directeur du département de la diplomatie publique au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid, a déclaré que les deux ministres ont salué au début des consultations les progrès continus et remarquables des relations entre les deux pays ces dernières années, tout en soulignant l'importance de poursuivre la consultation, la coordination et la coopération sur toutes les questions d'intérêt commun. Ceci dans le but de faire progresser les relations au niveau stratégique et de réaliser les intérêts des deux pays. Les entretiens ont également porté sur la réunion de haut niveau qui devrait se tenir entre les autorités concernées des deux pays au cours de la période à venir, y compris le Haut Comité conjoint égypto-tunisien dirigé par les premiers ministres des deux pays, le Comité conjoint commercial égypto-tunisien ainsi que la poursuite de la coordination afin d'activer le Forum économique conjoint. Les deux ministres ont souligné l'importance de maintenir la régularité de ces réunions, soulignant la nécessité de suivre la mise en œuvre de ce qui est convenu. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ajouté que M. Chokri a affirmé le soutien de l'Égypte aux mesures et aux efforts du président Kais Saïed visant à construire un avenir meilleur pour le peuple tunisien frère, à parvenir à la stabilité dans le pays et à consolider les fondements de la nouvelle République. Les deux parties ont également discuté de diverses questions et dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, au premier rang desquels la situation en Libye, la cause palestinienne, le barrage de la Renaissance, la crise syrienne, la crise soudanaise, les répercussions de la guerre russo-ukrainienne sur la région et les deux pays, l'immigration clandestine, ainsi que la relation avec les institutions financières internationales.
Et on vient au canal de Suez avec l'amiral Osama Rabia, président de l'autorité du canal, qui a annoncé la réussite du repêchage du remorqueur Fahd par une grue et le sauvetage d'évacuation également du cours de navigation du canal. L'amiral Rabia a salué les efforts de l'équipe de sauvetage maritime et des différentes directions de l'autorité qui ont conjugué leurs efforts pour parachever efficacement les travaux de secours dans un temps record, sans aucun impact sur le cours du trafic dans le canal. L'amiral Osama Rabia a également affirmé la régularité du trafic du canal de Suez dans les deux directions, soulignant que 148 navires ont traversé, pourtant 8,4 tonnes de cargaison. C'est la fin de ce Midi au Caire. Merci bien de l'avoir suivi. L'information continue sur l'ALTV International.